Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Florence. Bonjour Grégoire et bonjour à tous. Est-ce que vous nous entendez bien, s'il vous plaît? Pouvez-vous mettre un petit pouce dans le chat? Il n'y a pas de pouce, il n'y a personne qui réagit. Est-ce que tu m'entends correctement, toi, Florence? Moi, je t'entends très bien, Grégoire, sache-le. Ah, Séverine, merci beaucoup. Voilà, on vous réveille un peu, on finit les mails, on coupe les notifs. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans cette masterclass. Je suis Grégoire Even, je suis le cofondateur de Together et je suis ravi, sincèrement, de vous accueillir pour cette dernière masterclass avant l'été qui a pour thème communiquer sereinement et avec efficacité auprès de son équipe. Et elle a été conçue par Florence Marty pour notre communauté. Et encore une fois, merci et bonjour Florence. Bon, bah Euh, voilà. voilà, donc tout est dit. Peut-être pour introduire le sujet et pourquoi ce sujet, parce que depuis, j'ai envie de dire, la nuit des temps, les difficultés dans toutes les organisations et notamment dans les entreprises ont souvent été liées à une mauvaise communication. Donc malentendus, tensions, conflits, perte de temps, voilà. Et c'est un phénomène en fait qui s'est accru ces dernières années, notamment depuis la crise Covid. Alors c'est évidemment les conséquences de la diversification de nos modes de communication avec la synchrone et l'hybride, on y reviendra, mais aussi aux nouvelles attentes de nos organisations qui sont en transformation permanente. Et c'est vrai que nous, on le voit chez Up Together avec toute notre communauté de managers et maintenant de collaborateurs, pour accompagner cette transformation de ces organisations, elles attendent aujourd'hui de vous, les managers qui êtes présents, que vous soyez de véritables leaders pour vos équipes et ça, on l'oublie souvent, on attend des équipes qu'elles soient aussi compatibles avec ce type de management, qui pousse vers l'autonomie et la responsabilisation. Et on le verra avec Florence, ce rapport d'adulte à adulte, c'est un peu un nouveau paradigme dans de nombreuses organisations. Et ces nouvelles attentes, elles nécessitent de développer des compétences, des hard skills, des soft skills, et une posture et un état d'esprit. Et c'est sur ce chemin que on va vous éclairer ce matin sous l'angle de la communication avec Florence. Pour te présenter Florence, juste en 2 mots, Oui, sans que tu rapidement. rougisses, ouais, je vais quand même te présenter correctement. Madame Florence Marty, qui est une référence sur les sujets RH. Alors j'en veux pour preuve de choses. Tout d'abord, le succès national, parce qu'il n'est pas encore traduit, de son ouvrage sorti en début d'année, Entreprise des 7 leviers pour renforcer votre pouvoir d'attraction, qui est vraiment top, je vous le conseille, et la qualité de ses chroniques dans l'émission Tech RH sur BFM qu'elle enregistre à 13h, donc on devra vraiment finir à l'heure. Et encore une fois, merci Florence d'être là parce qu'on sait que le timing est super serré. Et avant de te donner la parole, nous, ce qu'on aime chez Florence, vous allez voir, c'est une experte déjà sur tous ces sujets. Elle connaît énormément de choses, beaucoup d'expérience, ne rougit pas. Et surtout, vous allez le voir, beaucoup de bonne humeur et tu bouscules les codes RH et ça, c'est très chouette. Avant de te donner la parole et d'envoyer ton support, est-ce que tu veux bien te présenter en 1 minute? Et puis Non, après, bon, dès que c'est bon pour toi, j'envoie tes slides. je suis ravie d'être là. Voilà, je pense que c'est assez. Je vais faire le maximum pour que cette masterclass soit profitable à chacun. Voilà. Donc on y va? C'est parti. C'est parti. Alors, effectivement, la communication, c'est un sujet qui est important. Comment je fais, Grégoire? C'est moi qui tourne les slides, c'est Oui, toi? tout à fait. Non, tu appuies sur la petite diapo, sur la petite Oh, flèche de droite. fantastique! Bon, bah, ça, c'est parfait. Allez, on y va. On va parler de communication et dans la communication, je vais vous mettre en garde sur une chose. On est entouré globalement par des gens qui sont comme nous, pleins de bonne volonté, qui ont, comme nous, le souci de mieux communiquer, de bien travailler avec leur équipe, avec leurs collègues, avec leurs homologues. Et puis, parfois, quand même, en entreprise, on a des profils qui sont un petit peu différents. Des profils qui peuvent avoir des troubles psychiatriques, faut le dire, ça existe, des troubles psychiatriques. Il y a des personnalités aussi qui sont toxiques pour des raisons qui leur appartiennent. Est-ce qu'ils le choisissent, est-ce qu'ils ne le choisissent pas? On ne sait pas très bien et on ne va pas en parler. Tout ce que je vais dire ici ne s'applique pas aux personnes qui ont un trouble
ou un handicap spécifique lié à la communication, où là, on va pouvoir s'adapter de manière différente, j'ai envie de dire, ou alors un comportement trop toxique au travail. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que dans la communication et dans l'heure et demie qui va suivre, je vais plutôt prôner l'ouverture et parfois cette ouverture, elle n'est pas adaptée, hein, en fait, à la situation que vous rencontrez. Donc toutes les situations qui sont un petit peu exceptionnelles et les comportements chez les autres que vous identifiez comme étant exceptionnels, eh bien, ne vous ouvrez quand même peut-être pas autant, ou en tous les cas, renseignez-vous pour savoir si c'est la meilleure attitude à adopter. Voilà, c'était une bonne Une première. bonne intro. Bon, sachant qu'on a une masterclass sur la résolution de conflits, voilà, sur aussi dans des cas un peu plus, comment dire, extrêmes, on va dire, de communication. Voilà, on va dire qu'on fait attention effectivement quand on est dans des exceptions, hein, tout simplement. Alors, tu peux lancer le sondage, un premier sondage pour vous faire réagir. Est-ce que vous rencontrez des difficultés de communication tous les jours, toutes les semaines, tous les ans, jamais? Bon, je serais étonnée, hein, ceux qui disent Alors, jamais. c'est dans le petit onglet sondage qui est en bas sur votre droite qu'il faut ouvrir et je vous invite à voter Voilà. dans ce... Et quand on Et toi dit, aussi, ouais, et toi, Florence, il faut et que tu moi, votes aussi pour ah voir bah le moi résultat. aussi. Ah bah alors j'y vais, hein, moi c'est pas compliqué. Alors quand on dit difficulté de communication, c'est doute sur l'intention de quelqu'un, des informations qui sont mal comprises, des quiproquos, un malentendu, la nécessité de se répéter alors qu'on a quand même déjà passé l'information, des difficultés soi-même qu'on pourrait rencontrer pour s'exprimer, dire ce qu'on pense, etc. Donc, je vois là les votants. Bon, il y en a qui sont tous les ans. Bah, écoutez, bravo, hein, si c'est tous les ans. Mais en même temps, quand c'est tous les jours ou toutes les semaines, c'est tous les ans aussi. Au moins toutes les semaines, vous êtes 61% à dire au moins toutes les semaines. Personnellement, c'est tous les jours que moi-même, j'ai du mal à communiquer ou que je rencontre une difficulté de communication, alors que je suis quand même une spécialiste maintenant de la com. Tu nous rassures quand même, Florence, Ah, quand ça tu nous fait dis ça. plaisir. Mais c'est pour ça que je le dis. Et pourquoi? Mais notamment pour les raisons qu'on va évoquer tout à l'heure et le triangle de Karpman qu'on va voir. Moi, j'étais très très mal partie en communication puisque j'ai été élevée dans des jeux psychologiques et j'ai toujours une appréhension, encore aujourd'hui, à me positionner, à dire ce que je pense. J'ai toujours cette nécessité de me concentrer. Et si vous en avez toutes les semaines, eh bien, vous voyez bien qu'il y a cette nécessité aussi d'apprendre à communiquer. Et je sais qu'il y a des RH dans la salle de permettre aux autres de monter aussi en compétence sur la communication. Alors, l'objectif du coup de cette masterclass, au moins pour tous ceux qui l'écouteront et qui seront présents, que ce soit à distance ou en replay, hein. Présent ou en replay, Voilà, ouais. présent ou en replay, puisqu'on est tous à distance. L'objectif, c'est que vous ayez au moins, au bout d'une heure et demie, une chose qui améliore votre communication pour les 25 prochaines années. Donc, juste une action à mettre en place, ça c'est je dirais plutôt un objectif humble. Et pendant les 25 prochaines années, c'est parce que j'espère que ça vous marquera durablement. Et juste, je me permets Bon, de t'interrompre, Florence. alors attendez. Vous n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et on y répondra au fur et à mesure de la masterclass. On ne va pas les prendre tout en fin de masterclass, on les prendra au fil de l'eau si vous êtes OK. Et Florence, je les prendrai et je les réunirai peut-être pour que tu puisses les traiter au global. C'est parfait. Tout le monde peut effectivement m'interrompre avec plaisir. Alors, on commence, on rentre dans le vif du sujet. Parler n'est pas communiquer et on a cette nécessité, je vous l'ai noté, de réapprendre finalement à communiquer. J'ai volontairement choisi la photo d'un enfant parce qu'en fait, on confond tout. Hein. On nous apprend à parler, on nous apprend à écrire, on nous apprend à lire, mais on ne nous apprend pas à communiquer. Voilà, ça c'est d'ailleurs un énorme manque, me semble-t-il, de l'éducation nationale. Ça n'est pas du tout la même activité. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de différent? Eh bien, c'est l'idée que notre interlocuteur nous comprend. Et en fait, on parle et on ne cherche pas à savoir si notre interlocuteur nous comprend. Et on ne cherche souvent pas non plus à comprendre l'autre. On a souvent une écoute qui est je dirais moyenne. On écoute pour répondre, on n'écoute pas pour comprendre. Et ça, c'est une des plus grosses problématiques qu'on a dans la communication. Et puis, autre chose, on ne nous apprend pas
très mal à régler les conflits, on nous apprend à fuir, on nous apprend à nous taire, hein, notamment avec les professeurs à l'école. Je ne parle pas de la famille, hein, qui est quand même une source de problématiques de communication qui peut être importante chez beaucoup de monde. On nous apprend donc à nous taire, à ne rien dire, à passer outre, à nous oublier. On ne nous apprend pas à gérer nos émotions. La question de la communication, elle est étroitement liée à la gestion des émotions. L'émotion, ça va être une alerte par rapport à une situation qu'on vit. Et cette émotion, elle va nous dire, tiens, regarde, là, tu es en train de vivre quelque chose de particulier. Est-ce qu'il est possible pour toi de réagir ou d'en tenir compte? Et ça, on ne sait pas le faire. On ne tient pas compte non plus de ces émotions. Donc, il y a la nécessité, comme ça, à l'âge adulte, les RH le savent bien, de réapprendre à communiquer, et notamment en entreprise. Donc, il y a beaucoup de formations en communication. Merci peut-être à l'Éducation nationale, tant que mais c'est dommage parce que, vous l'avez vu, on a beaucoup, beaucoup de problématiques de communication en entreprise. Alors, la communication managériale, la communication déjà, ça sert à quoi? Et puis la communication managériale, ça sert à quoi? Ça veut dire quoi cette question? Ça veut dire pourquoi est-ce que c'est important de former les managers? C'est important parce que derrière la communication, il y a le premier niveau, je dirais, de l'activité managériale qui est d'informer, de diriger et d'organiser. Sans communication, on n'a pas ce premier niveau. Il y a aussi toute la dynamique de groupe derrière. Il y a toute la résolution et la gestion des conflits derrière la communication, sachant que plus on attend pour communiquer, plus évidemment la résolution de conflits va être délicate, on va dire ça comme ça. Mais il y a aussi énormément de choses qui sont positives derrière la communication. Il y a la collaboration, il y a la création de valeur, il y a la formation. Pas possible de former quelqu'un si on ne sait pas bien communiquer et adapter sa communication, hein. Et ça, c'est très important quand on sait qu'un manager, l'une de ses missions, c'est le développement quand même des compétences. Pas possible non plus d'accompagner au niveau individuel, de motiver, de faire des feedbacks. Et puis, plus grave pour les entreprises, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de transformation s'il n'y a pas de bonne communication dans l'équipe et dans l'entreprise. Et ça, c'est plus grave parce que on le voit, en tous les cas, moi je le vois dans certaines entreprises, du fait de communications qui se font mal, de rapports qui sont inadaptés, de rapports managériaux qui sont inadaptés, eh bien, on a des entreprises qui sont au niveau du statu quo, qui n'évoluent pas et qui n'arrivent pas à se transformer. Mmh. Donc, les objectifs de la communication managériale, c'est l'un des objectifs, en tous les cas, pour le manager, ça va être de choisir un canal de communication. Tu l'as très bien dit tout à l'heure, le Covid a finalement fait émerger à nouveau, je dirais, des problèmes de communication qui étaient existantes, mais notamment avec la communication à distance. Et on va se reposer la question du canal de communication. Le canal de communication, c'est quels sont les moyens que j'utilise. Est-ce que je communique en présence, en face à face? Est-ce que j'utilise un outil à distance, comme on le fait aujourd'hui? Est-ce que j'ai une communication individuelle? Est-ce que j'ai une communication collective, synchrone ou asynchrone, temps réel ou pas, on le sait. Il y a toutes ces messageries qui sont des messageries instantanées, qui restent de l'écrit. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est pas une bonne chose? Les SMS, etc. Et puis, le téléphone, toujours, la visio. Enfin bon, voilà. On a aujourd'hui, en fait, on est dans un monde où les canaux de communication ont été multipliés. Et on a finalement la première des difficultés pour le manager, c'est de choisir le bon canal de communication. Alors, c'est ce qu'on a. J'ai mal cliqué. C'est ce qu'on vous propose de faire. On est reparti sur la gestion de conflits. Quel canaux de communication privilégiés pour gérer un conflit? On vous propose toujours dans les sondages le face-à-face, le téléphone, la messagerie ou l'email. Quand on dit messagerie, c'est messagerie instantanée. Alors, je vous laisse répondre. Alors, je vois que vous êtes très nombreux, 11 votes, 13-14. Allez-y, allez bien dans l'onglet sondage. Vous êtes fantastiques.
Bon, Après, t'as le canal et t'as aussi si tu peux nous aiguiller aussi sur le moment sur lequel faut le faire. ah oui, très bien. Oui, oui, le canal et le moment, c'est parfait. 28 votes, donc vous êtes 93 à choisir le face à face, 6 à choisir le téléphone. Il est vrai que, si, on a une difficulté de communication, bah, vous avez très bien choisi, hein. On va, privilégier toujours le face à face. Je vais bientôt vous demander pourquoi, mais je vais répondre aussi, à la question de Grégoire et c'est pour ça le téléphone. Oui, il faut éviter tout ce qui est email ou messagerie instantanée. Pourtant, on le sait, ça arrive très souvent, hein, que, Mais c'est ça en fait, parce que là, je crois les répondants, hein, je crois notre communauté. Dire dans les faits, on le vit mmh, tous, mmh, mail, de 28 lignes avec 13 personnes en copie, mmh. compliqué ou pas, d'ailleurs donc entre, ce qu'on devrait faire et ce qu'on fait, il y a quand même un monde. Il y a un monde hyper destructeur, hein, le mail avec, 12 personnes en copie, limite agressif, avec des reproches, les mails où il y a pas de bonjour, il y a pas de cordialité, hein, ni écrite, ni dans l'intention. Il y a une intention dans la communication, y compris dans la communication écrite, qui va être ressenti par celui qui va lire, hein, le message. Les mails qui commencent par merci de faire, comme je te l'ai dit, comme je te l'ai déjà dit et déjà demandé, blablabli, blabla. Bon, bah, toutes ces petites phrases qui font que effectivement, on va passer par quid des smileys dans les emails pro, je vais en parler. Mmh. Je vais répondre donc du coup à ces deux questions. Effectivement, il y a des phrases qui sont très destructrices dans les mails. Préférez décrocher votre téléphone et préférez encore aller déplacez-vous si vous le pouvez, allez voir la personne et puis allez lui dire, là, bah, ce qui s'est passé, je comprends pas, j'aimerais bien qu'on en discute, viens, on va prendre un café, hein. C'est comme ça qu'on désamorce en fait les tensions, c'est pas en mettant 12 personnes, en copie. Le temps, tu me demandais Grégoire, à quel temps finalement, quel moment on gère un conflit? Alors cet email où vous allez être très énervé, vous pouvez l'écrire. En revanche, ne l'envoyez jamais. Mais on peut l'écrire, ça soulage, ça fait du bien. On l'écrit, d'accord? On l'écrit, on le met en brouillon. Alors, quand on l'écrit, on ne met pas l'adresse dans la barre d'adresse parce qu'une fois OK. sur deux, on risque de l'envoyer. Donc, on l'écrit. Voilà, on peut même écrire des choses qui sont dures. Et puis, on fait déjà un premier travail à chaud. Il y a la possibilité de réagir à chaud, c'est toujours possible. C'est selon les personnalités, c'est quand même à ne pas préconiser, hein. Mieux vaut quand même laisser passer cette phase émotionnelle. On le verra tout à l'heure dans le triangle compassionnel, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va pouvoir communiquer sur une tension au moment où on est soi-même capable d'être suffisamment chez l'autre, suffisamment en empathie, suffisamment en tolérance pour pouvoir accepter ce que l'autre a à nous dire. On le verra aussi au moment des styles de communication. Si on réagit trop à chaud, on risque d'être dans un style agressif, c'est-à-dire dans la négation de l'autre, en l'empêchant de répondre et en lui balançant frontalement tout ce qu'on a en tête. D'accord? On n'est pas tous pareils, hein. Donc il y a des gens qui savent mieux réagir à chaud que d'autres. C'est quand même plutôt à ne pas préconiser. Et vous pouvez laisser passer bah, une journée, 2 journées. Parfois, on a besoin même de plus. Voilà. En communication, il est préférable de repousser un petit peu le moment où on discute, y compris, pourquoi pas, de quelques jours, et de se sentir en mesure, finalement, d'aborder les choses. On parle de la colère, mais il peut y avoir de la tristesse, hein, quand on reçoit un mail professionnel. On peut se sentir triste. On a aussi des personnes qui sont plus ou moins sensibles et qui vont vivre les émotions de manière démesurée. Moi, par exemple, je suis quelqu'un d'assez sensible. Je sais que assez facilement, tout est un drame. Voilà. Donc, j'attends. Et une toute petite chose peut tout remettre en question. C'est ma personnalité, je suis comme ça. Donc, je sais aussi qu'il faut que j'attende le moment où je suis capable de relativiser pour me dire, bon, est-ce qu'il y a mort d'homme? Non, il n'y a pas mort d'homme. Bon, ça, tout va bien. Et il faut aussi, moi, j'attends aussi ce moment où je peux être capable de me moquer aussi de moi,
et de me dire: «Bon, encore n'importe quoi Florence, tu bien fait de pas y aller» et finalement, ça fait du bien, hein. Les smileys dans les emails pro, j'ai envie de dire: trop de smiley tue le smiley et un smiley s'il est authentique et assumé par, la personne qui l'écrit, qui le fait, qui le met dans son email, eh bien pourquoi pas? On ne peut pas répondre, ça c'est comme le tutoiement, le vouvoiement avec ses équipes, on ne peut pas répondre, Emmanuel. La question dans la communication, il y a la nécessité d'être authentique et d'être soi, hein. On ne peut pas devenir quelqu'un d'autre. Moi, je sais que je mets assez facilement un petit smiley à la fin de mes emails en disant bonne journée, petit smiley. Ça, je le fais assez facilement. Voilà, j'essaye de ne pas en mettre trop, mais c'est quelque chose qui me vient spontanément et maintenant, quand je le mets pas, ça me manque. Voilà. Donc, je le mets et je l'assume. Maintenant, si toi, Emmanuel, tu te sens pas de mettre ton smiley, bah, tu ne le mets pas. Et en revanche, ce qui est sûr, c'est qu'un smiley n'est pas un outil pour faire un reproche, smiley clin d'œil, pour essayer de Mmh. contrebalancer le reproche. Le smiley ne doit jamais être une arme contre l'autre. Voilà ce qu'on pourrait dire pour le smiley. Il y avait un retour de Camille qui est hyper intéressant, qui dit, «Le souci, c'est qu'on nous demande de tout tracer». Je Oui, pense que c'était sur ma remarque sur les mails avec les personnes en copie. ouais. Est-ce Mm. que là, tu aurais un retour à faire à Camille, un partage? Oui, bah, on n'est pas obligé de faire tout ce qu'on nous demande, hein, ça c'est déjà la première chose. Quand on est manager, il y a une chose qui est claire, c'est qu'on doit assumer sa communication et on doit assumer ce qu'on fait. Qu'on demande de tout tracer, je sais pourquoi, moi j'ai été DRH, hein, je sais pourquoi on demande de tout tracer en entreprise. C'est pour essayer d'ouvrir les parapluies de tous les côtés et ne prendre finalement aucun risque. À chacun de savoir si c'est un bon conseil ou pas. Le fait de tout tracer peut être vraiment destructeur pour un individu. On a, je dirais, une bonne conversation avec un collaborateur, une conversation à cœur ouvert, de franchise, voilà, ça se passe bien, il y a eu de la connivence, il y a eu quelque chose qui s'est passé. On a le sentiment qu'à un moment donné, il y a peut-être une bascule même qui s'opère. Bon, bah, vous envoyez un mail derrière pour tout tracer, autant vous dire que ça peut être destructeur. Alors, Mmh. si ce n'est que, il y a toujours une manière d'écrire. Déjà, si vous tracez, le conseil qu'on peut donner à Camille. Alors, admettons, Camille, que vous ayez très envie de suivre les recommandations de votre manager ou de votre DRH. Pourquoi pas? Eh bien, dans ce cas-là, il faut toujours prévenir la personne. C'est à la fin d'un échange ou d'un entretien, c'est de dire, bah, par exemple, si je vous le fais avec vous, Camille, c'est de dire, Camille, vraiment, je te remercie pour cet échange qu'on a eu ensemble. Tu le sais, je mets les choses par écrit, je vais te remercier par écrit et je mettrai aussi les 2, 3 points sur lesquels on a échangé et qui sont importants pour moi. Évidemment, n'hésite pas à me répondre. Voilà, ça, on va aller dire ce qu'on fait. Mmh. Si on ne le dit pas, plutôt le dire en début d'entretien. Non, pas forcément. Non, non, pas forcément. On ne va pas le dire en début d'entretien parce que ça va être plutôt une. Alors, je dis plutôt pas, hein, c'est toujours un peu la même chose, Delphine. Mmh. On va s'adapter hein, en fait à l'échange. Ça va dépendre si en face de nous, on a le sentiment d'avoir quelqu'un qui peut être sur la défensive ou qui peut essayer un peu de nous manipuler ou mais je dirais, si on le dit en début d'entretien, c'est plutôt pas un très bon signe, hein. Donc on peut commencer par là, pour dire: «Bah, voilà Delphine, on se voit aujourd'hui pour parler de tel sujet. On va avoir un échange que je souhaite très authentique et sur lequel on va pouvoir véritablement se dire les choses et à la fin de notre entretien, je te ferai un mail et je te mettrai par écrit les points, que nous aurons abordés et puis, je l'espère, les actions sur lesquelles on se sera mis d'accord». Voilà, donc on va toujours le faire. Si on le fait en début d'entretien, tu vois, je l'ai fait. On va toujours le faire, je dirais, avec rondeur et avec gentillesse. Oh là là, j'ai pas très envie de cet entretien. Potentiellement, non, on peut ne pas avoir envie de cet entretien, y compris quand on est manager, quand on a quelque chose de difficile à dire. Et pourtant, parfois, il faut en passer par là, il faut passer par une communication qui est vraie,
qui est juste, avec un feedback qui est honnête pour permettre à la personne de rebondir. Je pense par exemple à une intégration qui se passerait pas très bien. On ferait peut-être un entretien pendant une période d'essai, peut-être à mi-période d'essai, avec des points sur lesquels on attend finalement, on avait des attentes par rapport à ce début de prise de poste et puis des attentes qui ne sont pas encore complètement, je dirais, honorées, on va dire ça, Atteinte, ouais. atteinte, voilà, on va dire ça comme ça. Eh bien, quelque part, cette conversation, on n'a pas envie de l'avoir, mais c'est aussi une conversation qui permet à l'autre de se repositionner. Hein. Donc, on va toujours se dire, ça c'est l'intention dans la communication. L'intention, elle est bienveillante. Bienveillante, c'est-à-dire pas malveillante. On va pouvoir se dire des choses qui sont difficiles, qui sont compliquées, mais qui sont aussi pour l'autre. Hein. Voilà, si quelqu'un n'a pas pris, par exemple, en main un logiciel qui est indispensable dans la mission, ça va être, je vais te demander à partir de maintenant de véritablement travailler avec ce logiciel. C'est important. Et ça conditionne la réussite de ta mission. Et je vais te le mettre par écrit. Voilà. Bon, bah, c'est pas agréable, mais en même temps, l'autre, c'est mieux qu'il le sache plutôt qu'on rompe sa période d'essai et qu'on lui dise, ah bah, il fallait que tu travailles plus sur tel logiciel au bout de 4 mois ou 6 mois. C'est ça qui est pas très sympa finalement dans l'histoire. Alors, dans les conflits, moi, la question que je vous demande, donc là, j'attends que vous me répondiez dans le chat, c'est pourquoi la communication en face à face est à privilégier pour gérer un conflit. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que vous avez peut-être répondu de manière spontanée, mais en fait, dans la communication, ce qui est important, c'est de réfléchir son positionnement. Communication non verbale. Patrice, fantastique. Communication non verbale, c'est bien. Bon, je vois qu'on y est. Oui. Mais j'en connais certains, sont des DRH et des RH. Donc ils sont Voilà. déjà très sensibles à ces sujets-là. Meilleure appréhension du ressenti, oui, fantastique. Le langage corporel, tout à fait. La gestion des émotions, montrer son empathie, tout à fait. Pas de sous-entendu. En tous les cas, ça va peut-être être plus difficile. Utiliser le stylo. Delphine, je ne comprends pas. Également une question de respect. Très bien, Arthur, ça peut être effectivement le temps qu'on accorde à l'autre, c'est toujours de la considération. Hein, ça, c'est très important. Bon, s'adapter à l'autre, fantastique. Alors, effectivement, on va avoir dans la communication, on a le verbal. Donc, le verbal, c'est les mots. Hein. On a le paraverbal, c'est la voix, décoder les émotions de l'autre, tout à fait. C'est la voix, c'est l'intonation, c'est le volume, ce sont les silences. Et puis, on a le non-verbal, la posture, les gestes et les expressions du visage. Dans la communication non-verbale, la posture va donner l'intention, les gestes vont venir appuyer le discours, vont venir authentifier le discours, et les expressions du visage permettent en fait de communiquer sur son émotion et de recevoir l'émotion de l'autre. Alors effectivement, on préfère et on privilégie la communication en face à face et en présentiel parce que on aura un maximum d'informations et on pourra le mieux observer, moi j'appelle ça écouter avec ses yeux aussi son interlocuteur et c'est aussi permettre à l'interlocuteur de voir à nous toutes nos micro-expressions de visage. Là, par exemple, on est en distanciel, vous ne voyez pas forcément toutes mes micro-expressions, et il y a quand même des choses, y compris à distanciel, y compris quand on a la caméra, qu'on ne voit pas. On a d'ailleurs une posture adaptée quand on est face caméra, ce qu'on n'a pas quand on est en présentiel. On reste dans un cadre. Vous voyez, moi j'ai ma vidéo, je ne vais pas tout d'un coup me mettre comme ça, me reculer comme ça. Vous n'allez pas du tout apprécier. Et donc, on est déjà, quand on est dans une communication, y compris visio, on est déjà contraint physiquement, ce qui n'est pas le cas quand on est en présentiel. Donc, il n'y a que la communication en présence à 2 ou à 3, ce n'est pas le problème, mais en tous les cas en présence, qui nous permettent d'avoir accès à toutes ces informations. Sachant que 92% de la communication passe par la voix, la posture, les expressions du visage et les gestes. Alors,
Ça veut dire quoi 92 de la communication passe par la voix? Ça veut dire c'est, la théorie de Stéphane Merapten, qui est de l'école Palo Alto. Je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais en gros, tout ce que je vous dis aujourd'hui, c'est de l'école Palo Alto, c'est-à-dire Eric Berne, Merapten, Cartman, on le verra tout à l'heure, et puis par extension, Marshall Rosenberg aussi. Donc cette communication qui passe par la voix, les expressions de visage et les gestes, pourquoi? Parce qu'une même phrase dite de manière différente va être reçue de manière totalement différente. C'est-à-dire que les mots que j'emploie n'ont pas d'importance. En fait, ils n'ont pas d'importance sur mon intention. Alors, je vais vous le faire. Grégoire, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt, Florence. Je vais vous faire 3 types de phrases. Je vais vous dire exactement les mêmes mots, puis vous allez me dire dans le chat ce que je dis réellement à Grégoire. Grégoire, tu as fini le dossier de Madame Marty? Voilà, première Faut que je phrase. réponde? Non, non, ne réponds pas. Première phrase. Grégoire, tu as fini le dossier de Madame Marty? Deuxième phrase. Grégoire, tu as fini le dossier de Madame Marty? Troisième manière de faire. Donc, dans la première manière de faire, j'entends audible, je comprends hostile. Oui, j'étais hostile. La première, c'était un reproche. Je pense que vous l'avez tous vu. Je vote pour la 2. Oh, il n'y avait pas de, il y avait pas de vote. La surprise. Alors, je l'ai peut-être mal fait. J'étais dans la deuxième, un peu, je me foutais de lui. Grégoire, tu as fini le dossier de Madame Marty. Voilà, toi, tu as fini quelque chose. C'était ça que je voulais dire. Je l'ai peut-être mal dit ou pas assez appuyé. Et puis la troisième, c'était une question. Grégoire, est-ce que tu as fini le dossier de Madame Marty? Potentiellement pour savoir est-ce que j'enclenche pas autre chose, peu importe. Donc, ah voilà, Laetitia a perçu un compliment. Oui, alors je l'ai peut-être dit comme un compliment effectivement. Mais vous voyez bien qu'en fait, j'ai dit exactement les mêmes mots et vous n'avez pas ressenti du tout Mmh. la même chose. C'est ça, ce que signifie finalement cette phrase, que la Mmh. communication, elle passe par la posture, la voix, les expressions du visage. Et c'est vrai que quand on se positionne, on s'imagine sur une messagerie, instantanée ou un mail, en Oui, fonction du contexte, oui, on va pas lire du tout la même chose. du tout. On va se sentir très agressé, on va sentir juste la question, enfin c'est vrai que c'est quand même super marrant. Alors, comment on va le prendre? Eh bien, tu vois, quand on est sur une messagerie instantanée, on va le prendre en fonction de 2 critères. Un, quel est l'historique de communication que j'ai avec la personne? Si c'est une personne qui est plutôt d'un naturel à faire des reproches et que je sais, du fait du contexte que, je devais quand même bosser sur le dossier de madame Marty, je vais potentiellement le prendre comme un reproche. Le deuxième critère, au-delà du contexte, hein, ça va être dans quel état d'esprit est-ce que moi je suis, hein? La communication, alors ça c'est moi qui le dis, la communication en fait écrite, quand je la reçois, elle est narcissique. C'est-à-dire, c'est une communication narcissique parce que c'est aussi un peu une communication avec soi. Je suis à peu près sûre que, si ce n'est dans votre vie professionnelle, au moins dans votre vie privée, vous avez déjà partagé avec une bonne amie ou un bon ami un texto ou un Skype ou un WhatsApp en disant non mais qu'est-ce que tu comprends à ce truc-là, d'accord? C'est-à-dire que on se méfie aussi de ce qu'on comprend en fonction de l'état d'esprit dans lequel on est. Moi, les jours où je suis quand même assez agacée, ça m'arrive de temps en temps, si je reçois un message, je vais pas forcément bien le prendre. Alors que si je suis la guillerette, que je me suis levée du bon pied, que tout va bien, etc., que c'est vraiment un jour super, je vais recevoir le même message et je vais me dire ah tiens, je vais le prendre mieux en fait le message. C'est pour ça que je dis que c'est une communication qui est narcissique. Et en tant que receveur, parce que là, on parle beaucoup quand on émet les messages, est-ce que là, pour, communiquer plus sereinement, il faut demander une clarification à notre interlocuteur, sachant que ça peut être délicat si c'est notre grand patron ou, un client? Oui, on peut demander, tout à fait. Notamment, si vous avez en face de vous, quelqu'un dont vous imaginez qu'il vous fait une question, rhétorique ou une question à double sens,
qu'il y a un sous-entendu derrière et que vous avez l'impression qu'il va y avoir un effet boomerang avec la question, vous voyez, ça arrive parfois, ou avec votre réponse, hein. Eh bien, on peut demander à l'autre tout simplement. Alors déjà, le bon réflexe, c'est de dire je t'appelle, on en parle. Je suis pas sûre d'avoir compris, je t'appelle. Ou je suis pas sûre de t'avoir compris, j'arrive. Voilà, et on en parle. On en parle tout à l'heure à la pause, on en parle tout à l'heure au truc. C'est-à-dire ne partez pas billet en tête, surtout si vous imaginez que l'autre est en train de vous Mais là, faire un petit Florence, peu par derrière. avec un client ou avec le big boss, c'est compliqué. Oh bah, pas du tout. Avec un client, au contraire, c'est très simple. Mm. Monsieur Even, j'ai l'impression que ce que vous me demandez est important. Je veux bien comprendre ce que vous me dites. Je vous Mm. appelle. Est-ce que vous êtes disponible à 16h? Et avec le big boss, c'est pareil. Là, j'ai l'impression que ce que vous me demandez, c'est vraiment important pour vous. J'ai besoin de très bien comprendre pour pouvoir vous répondre. Je vous appelle à 16h. La même, Mm. en fait. Mm. Et si c'est quelqu'un qui est, je dirais, entre guillemets, moins important ou avec lequel il faut mettre moins de forme, ça peut être, ben, on prend son téléphone, on appelle ou on va voir la personne et on lui dit où est-ce que tu veux en venir avec ta question? Est-ce qu'il n'y a pas une autre demande derrière? C'est-à-dire qu'on va lui dire clairement, là, je comprends que ce n'est pas la question qui t'intéresse. Hein, donc, si tu pouvais me dire vraiment ce qui t'intéresse, comme ça ira plus vite, en fait. Hein. Voilà. Mm. On va aller, de manière extrêmement gentille et bienveillante, confronter l'autre. Ingrid me dit le 1% manquant, est-ce l'état d'esprit du receveur? Alors, le 1% manquant, Ingrid, merci infiniment de le noter. Qui a vu qu'il manquait 1% depuis tout à l'heure, aussi bien sur ce slide-là que sur celui-ci? Moi, Hélène, voilà, dites-moi qui a vu ça. Levez la main ou répondez oui, Anne l'avait vu. Voilà. Bon. Moi, j'avais pas vu. Hein. Toi, tu connais les slides. Ah, c'est une erreur. Non, pas vu, moi aussi. C'est une erreur qui est volontaire, en fait. C'est une erreur qui est volontaire. Pourquoi? Bah, parce qu'on est très facilement distrait quand on écoute. Quand on écoute, il y a ce que moi j'appelle un terrible paradoxe dans la communication, c'est plus on écoute, moins on écoute. C'est un test de sélection, oui, Delphine. Tous ceux qui n'ont pas vu l'erreur peuvent sortir. Non, non, pas du tout. C'est pas du tout un test de sélection. En fait, c'est intéressant déjà que vous voyez que là, on a deux types de communication. On a à la fois une communication verbale, voilà, où je parle avec Grégoire et avec vous, évidemment, en pensant à vous. Et on a aussi une communication visuelle. C'est intéressant de voir que déjà dans votre équipe, tout le monde n'a pas vu la même chose. Hein. Donc là, on a déjà un premier point, on n'est pas tous pareils, on ne voit pas tous la même chose. Pourtant, l'erreur était évidente, hein, 92%, 7%, ça ne fait pas 100%. Hein. Selon la manière dont on parle, selon la manière dont on reçoit les informations, mais on va recevoir des informations qui sont différentes. Plus on écoute, moins on écoute. Plus on est attentif à l'autre. Plus on fait preuve d'un sentiment intérieur, d'une volonté de compréhension, plus on se détache de ce que l'autre nous dit. Ça, c'est terrible dans la communication. Pourquoi? Parce que si je vous pose une question, vous allez réfléchir. Voilà. Et si vous réfléchissez, vous n'êtes pas des machines, c'est pas on-off. Vous n'allez pas, à un moment donné, arrêter de réfléchir alors que vous êtes sur votre lancée. Ça peut être aussi, je vous dis quelque chose, ça vous fait penser à quelque chose. Oh là là, au miracle, oh là, ça me donne une idée. Et vous voyez tout de suite, parce que vous m'écoutez, et c'est vrai, à chaque fois que vous écoutez quelqu'un, vous avez votre esprit à un moment donné, parce que vous l'écoutez bien et beaucoup, et avec attention, votre esprit, eh bien, il se met en œuvre, vous avez un esprit intelligent, et vous allez réfléchir à un certain nombre de choses, et vous allez vous détacher de ce que votre interlocuteur vous dit. C'est pour ça qu'en formation, on dit que répéter, c'est former ou former, c'est répéter. Hein, parce qu'en fait, on va multiplier la manière de donner les messages de manière à être sûr que tout le monde va bien avoir le message. Et alors, c'est très intéressant d'avoir en tête ce paradoxe de l'écoute parce que souvent, on dit à l'autre, quand on nous demande des précisions, qu'on nous demande de répéter quelque chose, on a envie de dire Grégoire, c'est bon, je l'ai déjà dit en réunion. Ah, je l'ai déjà dit quand même. Où tu étais? Tu écoutais quand même quand j'étais en réunion? Ça, c'est potentiellement ce qu'on va avoir intérieurement. Et en fait, Grégoire, oui, il était à la réunion et il écoutait très bien,
Et c'est parce qu'il écoutait très bien qu'il n'a pas tout Mmh. entendu et tout compris de ce que je lui ai dit. Et la communication, en fait, elle est très majoritairement non fautive. C'est-à-dire que moi, je sais à peu près bien ce que je dis, mais vous, je ne sais pas du tout ce que vous entendez et ce que vous retenez. Et il faut bien se dire ça, hein, et que parfois on dit les choses une fois ou deux fois, ou même trois fois, et l'autre, pour des raisons qui lui appartiennent, parce qu'il va avoir une perception qui va être différente, il ne va pas le comprendre et il ne va pas l'entendre. On peut avoir, quand je dis que la communication elle est très majoritairement non fautive, je me place bien dans la situation où l'autre n'est pas en train de vous manipuler et de faire comme s'il n'avait pas entendu, hein. On n'est pas du tout dans ce cas de figure-là, hein. On est Mmh. dans le cas de figure où, de manière claire, l'autre, il n'a pas eu l'information, pas toute l'information, ou il ne l'a pas comprise, parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose chez lui qui bloque. Par exemple, il y a des sujets qui sont particulièrement difficiles. L'intimité, l'émotion, l'argent est un sujet particulièrement difficile à aborder. Pourtant, parfois en entreprise, on doit parler d'argent. Enfin, il n'y a pas que ça, hein, évidemment, aussi ce qu'on a à faire, aussi ce qu'on doit changer, aussi son comportement, aussi tout un tas de trucs qui font que on ne retient pas tout dans l'entreprise. Et dans la communication, pardon. Et ce qui est très important à partir de maintenant, et si vous pouvez retenir ça pendant 25 ans, je serais vraiment très heureuse, c'est arrêter de chercher le coupable quand quelqu'un n'entend pas n'a pas entendu ce que vous avez dit ou ne l'a pas compris, y compris si vous l'avez écrit. Hein, c'est pas parce que c'est écrit que l'autre l'a reçu. Quand vous avez écrit, vous avez écrit. Mais écrire, ça n'est pas communiquer. De la même manière que parler n'est pas communiquer. D'accord? La communication, c'est quand l'autre reçoit parfaitement le message que vous avez voulu envoyer. C'est ça, la communication. Et au lieu de juger, essayez de comprendre. Voilà, si vous faites déjà ça, si vous retenez déjà cette information-là, vous allez régler de très, très, très nombreuses problématiques de communication et notamment, vous allez arrêter de vous énerver. Voilà, Mmh. ce qui est quand même pas mal. On a une attention qui est sélective. C'est le cas du 92% et 7% que j'ai mis tout à l'heure. Certaines personnes, quand ils voient une faute, par exemple, sur un slide, c'est fini. Ils bouchent les oreilles, ils sont focusés sur la faute, ils ont envie de le dire. Ils ont envie de dire, oui, mais là, il y a une faute. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave, mon petit chat, il y a une faute d'orthographe. on continue, on continue, on avance. Et pourtant, certaines personnes qui, comme l'espace qui manque avant au slash ou au début, exactement, l'espace qui manque. Certaines personnes, quand ils voient une erreur, en fait, ils s'arrêtent complètement. Donc, quand on est à 2 ou à 3, on a l'occasion, ou dans une réunion, un petit groupe, de reprendre l'erreur et de dire OK, et puis de continuer de poursuivre. Mais parfois, quand on fait des présentations qui sont plus grandes, eh bien, il y a des gens qui décrochent totalement. Pourquoi? Parce qu'il y a eu ce truc-là que vous avez dit ou cette erreur, et là, les gens sont bloqués. Et cette attention sélective ou cette perception qui est unique, eh bien, il faut la prendre en compte dans la communication. Vous ne savez pas ce que l'autre est en train de vivre. Ouais, dis-moi. Florent, je rebondis sur quelque chose que tu as dit et il y a eu des gens sur le chat sur ça. Tu disais, le temps, c'est de la considération. Oui. Donc, c'est-à-dire que quand on est manager, et ça nous est tous arrivé, je pense, quand on est managé, Mhm. cette fameuse réunion avec ton manager qui saute et Oui. qui est reprogrammé et qui ressaute, Oui. et au bout d'un moment, c'est vrai que ça peut quand même fissurer une relation, ça. Oui. Et ça, tu peux nous dire deux mots sur le fait justement de donner du temps, c'est important quand on est manager, c'est de la considération, et que finalement, ne pas donner ce temps, c'est aussi communiquer quelque chose finalement. Ouais, malheureusement, oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, alors il faut quand même savoir que toutes les erreurs, y compris les erreurs de communication, sont pardonnables. Ça, c'est très important. Donc, n'allez pas vous culpabiliser parce qu'à un moment donné, vous commettez une erreur de communication ou une erreur managériale. Annuler une fois, deux fois, trois fois un entretien, oui, c'est quelque part commettre une erreur pour l'autre. Donc, plus on va annuler, plus on va se dire, il faut que je fasse sérieusement attention.
à ce que je fais. Et il y a plusieurs choses. Soit c'est un entretien qui est formel et il n'y a pas de proximité derrière. Peut-être parce qu'on est à distance, peut-être parce qu'on est busy, peut-être parce que c'est quelqu'un qui est autonome, peut-être parce qu'on est sous l'eau en tant que manager et qu'on n'a pas de temps de disponibilité pour l'autre. Et là, auquel cas, annuler les réunions, vraiment, ou un entretien, ça peut être vraiment une mauvaise idée, hein. Donc, potentiellement, il va falloir se dire, il faut que je le replace à un déjeuner, en fin de soirée, peu importe, mais à un moment donné, il va falloir quand même privilégier l'échange avec ce collaborateur pour qui on a annulé des rendez-vous. Là encore, si c'est pas du tout dans votre habitude et si vous êtes par exemple sous l'eau, eh ben, vous pouvez le dire à vos collaborateurs, je suis désolé, je suis sous l'eau, j'ai ce projet, on va aller communiquer, je suis obligé encore de reporter. Euh, et on peut demander à l'autre, dis-moi si ça va ou si tu as besoin que je te replace en priorité et auquel cas je le fais. Hmm. On Et peut donc faire ça, hein. donc il faut se montrer un peu faillible finalement. Ah, Euh, complètement. Bah, de toute manière, dans le management et dans la communication, il y a de la vulnérabilité. Si on n'est pas capable de montrer sa vulnérabilité, c'est-à-dire à un moment donné les émotions qu'on reçoit et aussi les contextes dans lesquels on évolue, la communication, elle est pas authentique. La communication n'est authentique que si on se montre vraiment comme on est. Et si à un moment donné, on traverse une période de vulnérabilité professionnelle, parce qu'on est sous l'eau, parce que c'est intense, parce que ceci, parce que cela, peu importe, parce qu'on a même des problèmes soi-même, on n'est pas obligé de raconter sa vie, mais on peut dire en ce moment j'ai des problèmes et j'y arrive pas. Voilà, c'est hmm, quelque chose qu'on peut dire, hein. hmm, Si on n'est pas capable de se montrer véritablement dans la communication, bah non, la communication n'est pas authentique. Et on hmm. créera potentiellement, ni trivial pour un homme, Laurent, et on créera potentiellement des soucis avec les autres. Laurent, il fait une réponse qui est importante, hein. La, la vulnérabilité chez les hommes, j'essaye le moins possible de genrer les problématiques de communication, mais il est vrai, si on connaît les 5 drivers, alors je vais essayer de tous vous les faire parce que, mais en général j'en oublie un. Les 5 drivers sont des injonctions en fait dans lesquelles on est éduqué. Donc ça c'est toujours en analyse transactionnelle, c'est toujours les théories d'Eric Berne. Et on peut avoir 1 à 5 drivers, donc ça c'est sympa. Les drivers c'est sois fort, fais des efforts, fais plaisir, sois fort ou sois forte, hein, sois parfait ou sois parfaite et dépêche-toi. Bon, heureusement, vous avez de la chance, j'ai les 5. Euh, Il y a des drivers qui sont plus féminins et des drivers qui sont quand même plus masculins. Le driver qui est plus féminin, c'est fait plaisir. Nous, les femmes, on est dans le fait plaisir, on nous élève dans le fait plaisir. On fait ça avec les petites filles. Et c'est aussi pour ça que on peut avoir des difficultés, nous les femmes, à exprimer notre besoin, y compris en entreprise, puisque la première chose à laquelle on doit répondre, c'est à l'autre, au plaisir de l'autre. Donc ça, Hmm. c'est une difficulté. Attention, il y a des hommes qui sont élevés dans le fait plaisir, hein, c'est pas que les femmes, hein. Et le soi fort, c'est plutôt un driver qu'on applique aux jeunes garçons, hein, aux masculins. Euh, Il y a des soi fortes, ça arrive, mais c'est quand même plutôt des drivers qui sont masculins. Et effectivement, quand on est élevé dans le soi fort, eh bien, en grandissant, c'est très difficile quand on a grandi, quand on a travaillé en fait son masculin et sa part de masculinité et son identité aussi de genre dans le soi fort, de montrer sa vulnérabilité. C'est-à-dire que là, on n'y est pas, hein. Donc effectivement, il faut faire un travail sur soi, si on est dans le soi fort ou soi forte, pour se dire bah, qu'est-ce que ça veut dire, soit fort ou soit forte. Est-ce que c'est véritablement ça? Est-ce que c'est véritablement n'avoir aucune faiblesse ou est-ce que la force, c'est d'être capable de montrer une faiblesse? Hmm. Voilà, on peut rechallenger les choses comme ça. Moi, je crois véritablement que les personnes les plus fortes, ce sont les personnes qui sont capables de dire si ça va ou si ça ne va pas. Ce sont les personnes qui sont capables d'accepter leur émotionnel. Si on construit un soi fort sans émotionnel, sans vulnérabilité, on n'est pas si fort que ça.
Hein. Donc, on peut aller rechallenger ça. Sois fort, sois parfait, faire plaisir, dépêche-toi, fais des efforts pour le 5e, Ingrid. Voilà, Éléonore avait répondu, fantastique. Donc, les facteurs d'influence, si on reprend ces facteurs d'influence dans la perception, ils sont très nombreux, et ces facteurs d'influence, ils vont venir perturber la communication. On a les facteurs environnementaux. Là, on est à distance. Eh bien, c'est une question finalement environnementale. On voit bien qu'on communique moins bien que quand on est en face à face. Il y a la taille de l'affichage, etc. La température, c'est hyper important. Allez bien communiquer si vous avez froid. Allez bien communiquer si, là, comme on arrive en été, vous ruisselez de sueur. C'est insupportable quand on a trop chaud, quand on est dans un environnement où on a presque envie de suffoquer. C'est terrible. Et moi, cet été, cet hiver, où je me suis retrouvée parfois dans des salles où il faisait hyper froid, mais c'était très dur pour moi de me concentrer parce qu'en facteur environnemental, j'avais quand même des soucis. On a des facteurs physiologiques, sa forme physique, sa douleur. Si j'ai mal dans le dos, si j'ai mal à la tête, je vais moins bien communiquer. Aussi bien dans ce que je donne que dans ce que je reçois. Hein, voilà, il faut le savoir. Et si j'ai mal à la tête, je ne vais pas forcément vous le dire. Si ça se trouve, là, j'ai mal à la tête. Vous n'en savez rien. Ça se trouve, j'ai un gros mal de tête depuis tout à l'heure. Ou j'ai mal dans le dos, puis je ne vous le dis pas. D'accord? Et non, les gens, ils vont pas vous le dire. Et vous-même, quand vous n'êtes pas bien physiologiquement, vous n'allez pas le dire non plus. Eh bien, ça, pourtant, ça impacte votre manière d'écouter. Moi, je sais que lorsque j'ai envie d'aller faire pipi, j'entends plus rien. Mais plus rien, c'est pas la peine. Hein. C'est quand j'arrive à une certaine limite, et ça arrive en réunion. Hein. Est-ce que tu veux faire une pause, Florence? C'est un message subliminal? Non, c'est Tout pas va un bien. message, tout va bien. Mais je dis toujours en formation à mes participants, vous vous levez quand vous voulez, n'attendez pas la pause. Pourquoi? Je préfère qu'ils aillent aux toilettes à faire ce qu'ils ont à faire et qu'ils reviennent et qu'ils soient disponibles pour écouter. Hein, voilà, c'est clair. Et puis, il y a la motivation, l'état émotionnel, les expériences passées, la capacité d'attention, voilà, qui est évidemment très, très importante. Je vois que l'heure avance. Oh là là, il faut qu'on se dépêche. Donc, attention à... Il y a un truc, alors ça c'est pareil, hein, le deuxième truc du coup, si vous pouvez le retenir, je serais vachement contente. La communication, on a envie parfois que ce soit parfait. Hein. On a envie, quand on est manager, que les échanges soient hyper fluides, que voilà, si on n'a pas été compris ou si on n'a pas compris quelque chose, on va se culpabiliser. Voilà, cette perfection dans la communication, elle est illusoire. C'est totalement déprimant pour tout le monde et contre-productif. La communication, donc retenez ça. La communication parfaite, c'est une communication qui est stérile. Si vous communiquez avec des gens de manière parfaite, c'est-à-dire qu'ils comprennent tout ce que vous dites tout le temps et vous comprenez tout ce qu'ils vous disent tout le temps, eh bien, il n'en ressortira rien. Ça ne sert à rien de communiquer qu'avec des gens qui sont exactement comme nous. C'est pas ça le propre de la communication. Et donc, retenez ce slide, c'est tellement bien de ne pas se comprendre. Hein. Ne pas se comprendre, je vais commencer par celui qui est à droite. Ne pas se comprendre, déjà, c'est ce qui nous permet de nous marrer. Pour moi, rien que ça, c'est hyper important. J'adore tous ces petits quiproquos complètement idiots, stupides. Quand on comprend pas bien quelqu'un et qu'on a envie de se prendre un fou rire, c'est quand même génial. Ne pas se comprendre, c'est de la joie, c'est des rires, c'est du partage. Ne pas se comprendre, c'est aussi... non, j'essaye pas de me convaincre, je suis convaincue. Ne pas se comprendre, c'est aussi accepter la diversité et la singularité. Se comprendre, c'est être comme l'autre. Voilà. Merci Hélène. Se comprendre, c'est être comme l'autre. Donc, est-ce que vous avez vraiment envie de ça dans vos entreprises, sachant que quand on n'a que des petits clones, eh bien, il y a
pas de business, il n'y a pas d'innovation. L'innovation et le business, ça vient de quoi? Ça vient de la diversité. Ça vient des idées qui sont différentes. C'est ça, hein, l'innovation. Et les idées qui sont différentes, c'est aussi des solutions qui sont différentes, aussi bien de manière très pratique et opérationnelle que dans une vision à long terme. S'il n'y a que des gens qui me ressemblent, il n'y a que des gens qui pensent comme moi, et il n'y a que des gens qui apportent mes solutions. Ça n'a aucun intérêt, je vous le dis. Hein. Donc, ne pas se comprendre, c'est quand même super. C'est une énorme chance. C'est une chance aussi de développer quoi? Sa tolérance. C'est beau, hein, la tolérance, la compréhension, l'écoute. Et puis, être avec des gens qu'on ne comprend pas, c'est aussi quelque chose qui pousse à changer, se changer soi, mais aussi changer parfois les organisations. Donc ça, ça peut être la deuxième chose que vous retenez, c'est super. Celui-là, je vais le passer, vous l'aurez, ça n'est qu'une redite. Comment bien communiquer? On arrive dans le comment. Hein. Donc, bon, on va arrêter. Ça, c'est le troisième point. Si vous pouvez le retenir, celui-là, c'est pas mal aussi. On arrête la télépathie. Celui-là, c'est mon préféré, moi, personnellement. Je l'adore. J'en ai parlé à mon épouse depuis qu'on a préparé la masterclass. Je lui dis, il faut qu'on arrête la télépathie. Voilà, on arrête la télépathie. Moi, un jour, j'ai compris que ça marchait pas. Donc, je le raconte souvent en formation. La télépathie, ça ne marche pas. Hein. Même si on pense très fort à un truc, ça ne marche pas, surtout avec les hommes. Je crois que c'était Oh, non je suis genré comme vilaine. masterclass. Non, mais quand je dis les hommes, dans le cadre du couple, attention. Non, mais c'est pas vrai. Hein. C'est pas que avec les hommes, ça ne marche avec personne la télépathie. Hein. Faut arrêter. La communication, elle implique une transaction. Donc, la transaction, c'est quoi? C'est j'existe, l'autre existe, il a le droit de s'affirmer, j'ai le droit de m'affirmer. Et la transaction, pour Berne, c'est ce que l'autre va dire va me permettre de me positionner moi. Si l'autre se positionne mal, c'est ce qu'on va voir avec le triangle de Karpman là, dans quelques minutes, si l'autre se positionne dans le triangle, il y a toutes les chances que moi, je me positionne aussi dans le triangle. Si l'autre se positionne bien à une communication adulte, claire, sereine, factuelle, etc., il y a toutes les chances pour que moi, en tant qu'interlocuteur, j'adopte aussi cette position. Ce n'est pas toujours le cas, mais il y a toutes les chances. Donc, on garde aussi bien en tête que notre manière de se positionner influence l'autre. Je vais juste revenir là-dessus. Quand on doit préparer, par exemple, un entretien dans lequel on met de l'enjeu, et que pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, on se prépare au pire, bon ben là, c'est typiquement mettre quelque chose de négatif dans la relation. Quand vous avez un entretien, même si c'est un entretien qui est difficile, préparez-vous au meilleur. Le pire, vous êtes des grands maintenant, des grandes, des grands. Le pire, vous savez y faire face. Hein, on n'est plus des enfants, tout va bien. On sait gérer quand l'autre, il nous fait une petite surprise, on sait s'adapter, d'accord? En revanche, quand on se prépare au pire, eh bien, on influence négativement sa position et sa posture interne. Parce qu'on arrive, on est déjà sur la défensive. Et quelque part, on a mis, c'est l'un des accords Toltec, hein, sur ne pas faire de suppositions. On ne fait pas de suppositions sur la manière dont l'autre va recevoir les choses. Et si on en fait, on essaye de le faire de manière positive. Hélène me dit oui, je maintiens. Ne pas se préparer au pire. Ouais, je vais maintenir. Et si Je vous crois que avez une c'était un question... c'était sur la télépathie. Ah, c'était sur la télépathie. Donc, si vous voulez, on peut en reparler. Merci Hélène pour le voilà. Donc, communiquer, donc ne pas faire de suppositions, c'est important. Et ça revient à accepter d'écouter les besoins des autres et exprimer aussi ses propres besoins. On en parlera, voilà, ça influence tout l'échange, Arthur, tout à fait. Alors vraiment, quand on doit aller à un entretien client où on doit vendre quelque chose, on y va et on se dit qu'on va atteindre notre objectif hein, de manière claire. Il faut avoir une préparation mentale positive. On voit bien, admettons si on fait l'analogie avec le sport, on voit bien que si on se prépare à faire une compétition, si on se dit, voilà, je dois courir, je vais tomber, je vais avoir une ampoule, je vais me faire une crampe, si on essaye de pallier à tous les trucs mentalement où on va avoir une faiblesse, bon, bah, on voit bien qu'on ne peut pas gagner comme ça.
On voit bien qu'on ne peut gagner qu'en se projetant dans je vais me dépasser, tout va bien se passer, je vais être dans les conditions idéales, peu importe les conditions, je vais performer. Il n'y a que dans ce mental-là qu'on peut performer. C'est vrai dans les entretiens et dans les réunions où il y a des enjeux. Donc, je vous l'ai dit, bien communiquer. Donc là, je vous ai dit ce que c'était que bien communiquer, se positionner, accepter que l'autre se positionne, écouter ses besoins, écouter les besoins de l'autre. Et puis, en premier, ça va être éviter les jeux psychologiques. Alors, qui connaît le triangle de Cartman? Vous pouvez me dire oui, non, dans la barre Dans le d'outils. chat. Oui, oui, non, non, oui. Bon, bah, il y a suffisamment de noms pour que je le reprenne. Alors, le triangle, merci, j'ai oublié, c'est parfait. Le triangle de Karpman, en fait, Karpman, c'est un des. Il est aussi de l'école Palo Alto, c'est un je ne sais pas si on dit disciple d'Eric Berne. Dans cette question de la transaction, eh bien, il y a aussi dans la communication des jeux psychologiques et Karpman a identifié 3 manières de rentrer dans des jeux psychologiques et il appelait ça le triangle puisqu'il y a 3 rôles que l'on peut prendre alternativement. On va avoir une préférence pour un des rôles, mais qu'on va pouvoir prendre alternativement et ces rôles vont conduire notre interlocuteur et vont nous conduire à être dans des jeux psychologiques, c'est-à-dire dans des situations communicationnelles où on aboutit à rien. Voilà, et où on tourne en rond dans ce triangle. Alors, les 3 rôles, ils interagissent. On peut être dans le triangle à 2. On n'a pas besoin d'être 3 dans le triangle. Et on peut être dans le triangle à 15. Ça, c'est pas un problème non plus. Ce que je disais à Grégoire quand on a préparé la masterclass, c'est que nous, le fait est que nous, on était 3. Mais bon, on était dans les jeux psychologiques, mais même si on était que 2, on était dans des jeux psychologiques. Et ce qu'il y a de terrible, c'est que si on a été élevé et éduqué dans les jeux psychologiques, il y a toutes les chances pour qu'à un moment donné, on y reste ou qu'on se fasse happer par les jeux psychologiques de nos interlocuteurs. Alors, il y a 3 rôles, et vous voyez que je vous les ai symbolisés avec un dessin animé bien connu. On a la victime, Blanche-Neige, la victime qui est irréprochable, on va le voir après. On a le sauveur. À un moment donné, dans le triangle de Karpman, il y a le sauveur. Et on a le persécuteur. Et en fait, ça fonctionne toujours avec ces 3 rôles. Et on est enfermé, c'est ça le problème du triangle, c'est qu'on est enfermé dans l'un de ces 3 rôles. Alors, est-ce que vous comprenez pourquoi, d'après ce que je vous ai dit, on appelle ça le triangle aussi dramatique de Karpman? Oui? Non? Très bien. Moyen. Alors, je vous explique. Le triangle, on l'appelle le triangle dramatique parce qu'une fois qu'on y est, une fois qu'on a foutu les pieds dans ce triangle, eh bien, c'est très difficile d'en sortir. Et ce qui se passe, c'est que vous voyez que si je me positionne en persécuteur, je vais placer l'autre en situation de victime. Mais si je me positionne en victime, je vais aussi placer l'autre en situation de persécuteur. Si je me positionne en victime, je vais peut-être placer l'autre aussi en situation de sauveur. Et le sauveur, à un moment donné, il va faire en sorte de faire quoi? De me victimiser. Mais le sauveur peut aussi devenir le persécuteur. Et à un moment donné, vous voyez que ces 3 rôles, j'ai fait des flèches dans un sens et dans l'autre. On va changer de rôle dans la conversation, dans un sens, dans l'autre. Mais ce qui est sûr, c'est que sans prise de conscience, je vais rester dans le triangle. C'est pour ça qu'il est dramatique, ce triangle. Parce que de toute manière, si j'y suis, j'y reste. Voilà. Ça, c'est le triangle dramatique. Alors, vous comprenez que l'une des manières de sortir du triangle, c'est la prise de conscience. Pour prendre conscience, il faut déjà comprendre les 3 rôles. Le rôle prend le dessus sur le message, tout à fait, Anne. Le rôle prend le dessus sur le message, c'est très bien dit. La victime, elle est irréprochable. Moi, je suis une victime. Alors, sachez que la victime, c'est le rôle le plus joué dans le monde. D'ailleurs, Florence, je te Oui. propose peut-être, on avait préparé un petit sondage pour prendre le pouls de la communauté, voir si les gens étaient plutôt victimes, persécuteurs en général.
On Oui, l'envoie maintenant? bah, en fait, je voudrais bien définir les rôles et l'envoyer après parce qu'il y Avant? en a OK, beaucoup qui connaissent pas d'accord, les 3 rôles et du coup, très je bien. me dis que c'est mieux après. OK. Donc la victime, c'est le rôle le plus fréquent et la victime, elle subit les situations, elle a rien à se reprocher. Elle a toujours un sentiment d'injustice et d'impuissance. C'est Calimero, hein, elle est représentée par j'aurais pu mettre Calimero, hein, pour ceux qui connaissent Calimero et la victime, elle se décharge de ses responsabilités, soit sur le persécuteur, soit sur le sauveur. Il y a toujours une problématique avec l'environnement, la ville, le contexte et cetera. Les autres, de 2 choses l'une, la victime, soit elle va vouloir qu'on la sauve, soit quelque part elle va chercher à être persécutée parce que ça va entretenir sa victimisation et la victimisation, elle est toujours contente de se faire persécuter. Oui, c'est trop injuste effectivement. Elle est toujours contente, la victime, d'être persécutée parce que ça va attirer la compassion, hein, mais ça va empêcher la remise en question. La victime ne se remet pas en question. Oui? Il faut faire attention parce que tu as dit: «Elle est contente», mais elle peut être très malheureuse quand même dans ce rôle, la victime. Ouais, elle Elle l'entretient, mais c'est peut-être, à l'insu de son plein gré, comme alors dirait Richard les Virenque. Les 3, il faut bien savoir que les 3 rôles mènent au malheur. Mmh, La victime, le persécuteur et le sauveur, ils ne sont pas heureux. Aucun des rôles n'est épanouissant. OK, D'accord? oui, c'est ça. Quand je dis Mmh, elle est contente, c'est parce que quelque part, à un moment donné, quand elle est dans ce jeu psychologique-là, eh bien, si elle se fait persécuter, ça va la servir. c'est ça, OK, Parce qu'elle n'a pas conscience, en fait, qu'elle se victimise à longueur de temps. D'accord? OK. Mais aucun des 3 rôles n'est épanouissant. Aucun. Hein, Mmh. ça, c'est une certitude. Le persécuteur maintenant. Le persécuteur, il pense quoi? Soit qu'il est droit, soit qu'il est dans son droit. Et c'est pour ça qu'il persécute, parce qu'il a raison. Ça, c'est le principe du persécuteur. Il légitime souvent son comportement par sa position. Vous avez un paquet de managers qui sont des persécuteurs. Hein. Pourquoi? Bah parce que la position managériale, c'est une position de domination hiérarchique. Et du coup, il y a beaucoup de gens parmi ceux qui sont dans les jeux psychologiques qui cherchent à devenir manager parce qu'ils cherchent à dominer. Vous voyez qu'ils sont en position haute par rapport à la victime, comme le sauveur. Hein. Donc, les persécuteurs, ils établissent les règles, ils dirigent, ils corrigent les erreurs, ils contrôlent, ils ne délèguent pas. Ça, c'est l'archétype du persécuteur. Ils peuvent être méfiants, autoritaires, dominateurs. Ce qui est sûr, c'est que le persécuteur, quel que soit le moyen, il va essayer de prendre le dessus. Voilà. C'est comme ça. Pourquoi? Ben parce qu'il a le droit, c'est tout. Parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse. Hein. Pour un persécuteur, quelqu'un qui est dans ce rôle-là de persécuteur, le monde tourne mieux avec lui que sans lui. Hein, et il a souvent raison. Les persécuteurs, quand on est dans ce rôle-là, on est souvent jugeant, on compare et on demande aux autres de se justifier. La question préférée des persécuteurs, c'est pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Vous voyez que dans le pourquoi, il y a la demande de justification. Si vous êtes quelqu'un et que vous demandez beaucoup pourquoi aux autres, faites attention, potentiellement, vous êtes déjà dans le triangle. Et puis, on a ce sauveur. Alors, le sauveur, c'est très moche. C'est très moche parce que lui, il croit qu'il est bon et il se fait passer pour quelqu'un de bien. Et c'est moche parce que quand on est sauveur, bah, punaise, on est quand même sympa d'aller sauver les gens et notamment les victimes, de s'interposer, de protéger, de défendre. Ça pourrait presque être un slogan. Hein. Eh bien, en fait, le sauveur, il n'est ni meilleur que la victime, ni meilleur que le persécuteur. Aucun des 3 rôles n'est meilleur que l'autre. Sauveur soit parfait, oui, ça peut être un soi parfait, le sauveur. Oui, oui, ça peut être un soi parfait. Il va être perçu de toute manière effectivement comme un altruiste. Il peut s'épanouir, le sauveur, dans le soi parfait, mais il peut s'épanouir autrement. On peut avoir un persécuteur en soi parfait, hein. C'est pas totalement absurde, non plus. Et une victime qui serait dans un biais d'égocentrisme, Laurent, qui refuserait du coup d'être, responsable de ce qui se passe, une victime pourrait être dans le soi parfait aussi, hein. La victime, comme c'est pas de sa faute, elle est parfaite, elle est irréprochable, hein. Donc, je suis pas sûre que Mmh, ce soit aussi mmh. clair que ça. Le sauveur, c'est moche. Il se valorise au détriment des victimes. Hein. Il est d'autant. Les sauveurs ont de bons égaux. Hein. Ils ont des égaux assez fortement développés. Hein. Il faut quand même le dire. Et le sauveur, il va facilement endosser le rôle du persécuteur si la victime ne l'écoute pas. Bon, bah,
moi, puisque tu ne veux pas faire ce que je te Mmh, dis, c'est bon. Il y a un moment donné, ça suffit, Grégoire. Hein. Trop, c'est trop. Voilà. mmh, Et mmh. là, tac, je passe en mode persécuteur. Alors là, on peut peut-être lancer le sondage. Et le sauveur, j'ai envie de dire, il peut être aussi ébloui par le contraste aussi par rapport au persécuteur qui peut passer un peu pour, entre guillemets «le salaud», Oui. et lui est vraiment, le collègue sympa, le Ah manager oui. sympa. Ah Je oui. vous envoie je Ah vous envoie oui. le sondage. Ah oui, oui. Mais c'est moche, hein, parce que le persécuteur, on va pouvoir se dire, alors moi je vais voter, hein, on va pouvoir se dire que le persécuteur c'est le méchant de l'histoire, mais non. Et le Ouais, sauveur c'est mais le c'est bon, mais non, mais non, c'est non. hyper important parce que tu vois, ça fait plusieurs fois qu'on parle de Cartman Mmh. et c'est vrai qu'on a toujours cette image, c'est quand même mieux d'être sauveur et Ouais, tu ouais. vraiment, c'est important d'insister Ah il y oui, a pas de bonne position, quoi. Elles ah sont oui, toutes faut tout en sortir, quoi. ah oui, ah oui, tout à fait. Faut tout en sortir. Donc là, j'ai 13 votes. Je vois qu'on a pas mal de sauveurs dans la salle. Difficile de choisir Ghislaine et il y avait aussi Delphine. Alors effectivement, les rôles sont tournants, hein, c'est ce que disait Oui, les Florence. rôles sont tournants, mais il y en a un que vous prenez très certainement plus que l'autre. On peut avoir un rôle en exclusion. Par exemple, moi, j'ai plutôt la victime en exclusion parce que j'ai une aversion pour la victimisation, naturelle, depuis longtemps, mais je suis persécutrice du coup. Mmh. Parce Mmh. que j'ai une Mmh. aversion aussi pour le sauvetage, j'ai développé l'aversion pour le sauvetage, ce qui est pas, fantastique, hein. Alors je vois que majoritairement vous vous êtes positionnés comme des sauveurs. Eh bien, perso, je suis naturellement altruiste. Ah mais moi je suis pas une grande altruiste, hein, Laurent. Non, je suis pas non, non, il y a si, si, c'est gentil, mais non, 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 j'aime plus du tout le sauvetage. C'est vraiment quelque chose effectivement, à une époque, je me suis épanouie moi-même dans le sauvetage, mais non, ça c'est fini depuis plusieurs années et du coup, quand je dois prendre un rôle, je prends plutôt le rôle du persécuteur. Comment reconnaît-on une victime au travail? J'attends vos propositions. Qu'est-ce que fait cette jolie victime au travail? Elle se plaint, tout à fait. La victime, elle se plaint, toujours. Oui, c'est de la faute des autres, toujours. La victime, c'est celle qui va commencer, son entretien, professionnel par, un truc, qui la concerne pas. Ou alors par un problème personnel. J'ai un gros problème personnel et elle va faire en sorte de se placer tout de suite en victimisation, tout de suite de faire appel, au sauveur. Elle a toujours une bonne excuse, tout à fait. La victime a des excuses. C'est les autres, c'est l'environnement. Est-ce qu'il y a un quatrième rôle? Le mec qui prend du recul et qui se met au-dessus de tout. Non, ce rôle-là, Rémi, c'est soit un sauveur, soit un persécuteur. S'il est dans le triangle, hein. Et s'il n'est pas dans le triangle, c'est un adulte, c'est-à-dire quelqu'un qui refuse de rentrer dans le triangle, Rémi. Ça, c'est une possibilité. Mais tu peux aussi, je te tutoie, hein, excuse-moi, tu peux aussi te mettre au-dessus de tout le monde et te dire que tu es l'arbitre. Et auquel cas, quand tu es arbitre, tu es persécuteur. Toujours une excuse, responsable de rien, tout à fait. Alors, on les reconnaît aussi, elles ont toujours besoin de quelqu'un pour tout leur expliquer. Elles ont toujours besoin de beaucoup de formation. Elles ont besoin d'un cadre très précis pour agir. Les belles victimes, c'est les gens qui refusent d'agir si on ne leur a pas dit. Ah bah ça, c'est pas dans le cadre. Ah bah j'étais pas au courant. Voilà. Hein, elles peuvent effectivement pleurnicher, ne pas avoir effectivement de chance. Les victimes, elles vont aussi avoir énormément besoin de reconnaissance. Mmh. C'est moche, hein, mais quand on demande de la reconnaissance à longueur de temps, vous pouvez être sûr qu'on est en pleine victimisation. Les victimes, elles vont pas apprécier les situations de changement, puisque potentiellement, ce sont des situations où elles se mettent en échec, ça va pas du tout leur plaire. Elles vont freiner des cas de fer, elles anticipent les échecs d'ailleurs, elles anticipent les problèmes. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, en gros, et elles Comment refusent. on en s je sais pas si c'est après, c'est comment on sort de ce rôle-là? Tu l'abordes après ou pas? Ben, en fait, la victime, c'est quelqu'un qui va refuser les responsabilités. Comment on sort du rôle de victime? Eh bien, déjà, à chaque fois, si vous avez tendance à être une victime, à chaque fois, vous vous dites c'est de la faute des autres.
Il faut qu'il y ait un warning Mmh. qui s'affiche et que vous vous disiez: «Mais non, c'est de ma faute, mais non, c'est moi qui suis responsable» et même si vous vivez une situation ce qui est très difficile avec la position de victime, c'est qu'on peut être victime. Véritablement. On peut être Mmh. victime d'une situation, on peut être victime des autres, on peut être victime, bah, voilà, de son environnement et cetera. Mais à chaque fois que vous imaginez que la solution est ailleurs, sous prétexte qu'il s'est passé un événement qui fait que vous êtes dans une situation difficile, quand vous pensez que la solution est ailleurs, vous rentrez dans le triangle. C'est-à-dire que oui? Non et Anne nous demandait, comment tu fais sortir un collaborateur ou un collègue qui est victime de son rôle de victime? Eh bien, on va lui demander de se responsabiliser de manière systématique. Je vais te demander, par exemple, en entretien, quelqu'un qui va dire toujours c'est de ta faute, je vais te demander, en tenant compte d'un contexte qui n'est effectivement pas favorable, en tenant compte éventuellement de collègues qui t'aident pas spécialement, je vais te demander par rapport à cette situation de me dire quelles peuvent être tes solutions à toi. Comment est-ce que dans ce contexte-là, qui est OK, qui est pas facile, comment est-ce que toi, tu peux agir? Voilà. Et ça va être de dire: «Mais tu sais, cette situation-là, on est tous à la subir, on est d'accord, il y a pas que toi, on la subit tous. Eh bien, Mmh. ce que je vais te demander, c'est de faire ce que je vais te demander, c'est comme aux autres, de te positionner toi, dans cette situation». Voilà, c'est tout. Le mieux que tu puisses faire, il se situe où? Voilà. Et si à un moment donné, vous avez quelqu'un qui vous dit: «Je ne peux rien faire», bah, la solution, elle est pas managériale, elle est légale. Voilà, c'est moche, mais c'est comme ça. Ça peut arriver. Oh, il est 17, on a très peu de temps. Je me mets comment reconnaît-on un persécuteur au travail? Alors, je vous le fais, assez vite. Hop, le persécuteur au travail, mince. Bah, le persécuteur, c'est celui, globalement qui va, de toute manière, diriger, contrôler, demander des justifications. Je vous ai dit le pourquoi, le persécuteur, c'est aussi celui qui se place en juge de paix. Il va pas aimer les initiatives si elles sont pas prévenues. Tous les managers qui veulent être mis en copie cachée ou copie de tous les emails, vous pouvez être sûr qu'il y a un petit, triangle de Cartman, qui traîne dans le truc, hein. Le persécuteur, c'est celui qui va refuser de déléguer micromanagement. Très bien, Ghislaine, c'est parfait. Et quand la victime, c'est ton client, oui, bah, Patrice, on en reparlera. Il y a aussi des techniques, effectivement, quand la victime est le client. C'est plus difficile, mais ça arrive. Les persécuteurs, ils vont faire culpabiliser les autres, ils vont refuser de montrer leur fragilité. Ça, c'est une certitude. Un persécuteur ne montrera pas qu'il peut avoir des faiblesses. Les persécuteurs, ils dissimulent facilement les problèmes et ils n'aiment pas bien être responsables non plus hein, de ce qui se passe. Hein. Donc, Mmh. persécuteur victime, ils partagent hein, ce petit truc de c'est pas ma responsabilité. Comment reconnaît-on maintenant un sauveur au travail? Bon, bah ça, c'est pas difficile. Hein. Le sauveur au travail, dites-vous bien que c'est quand même celui qui va à un moment donné se placer aussi au-dessus de tout le monde. Il va se mêler des conflits qui ne le regardent pas. Mmh. Le sauveur, il peut avoir un rôle de facilitateur, hein, c'est celui qui règle tout, mais en fait, il veut être au courant de tout. Hein, le sauveur au travail, il y en a beaucoup hein, chez les RH. Je vous le dis, c'est un rôle d'ailleurs, le sondage l'a confirmé. C'est un rôle qui est très, 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 très fréquent. C'est ceux sur qui on peut toujours compter. Ils ont besoin d'être valorisés. En fait, ils ont besoin de sauver pour être valorisés, pour être utiles. Donc, ceux qui ne vont pas, qui vont faire tout sauf leur job. Hmm. Ça peut être des sauveurs. Hein. Ils supportent pas l'injustice, donc potentiellement, ils peuvent avoir des revendications aussi au travail. Et puis, ils peuvent passer, je vous l'ai dit, ils peuvent passer persécuteurs. Donc, il Plein de est. questions. Comment on sort du triangle? Alors, il nous reste 10 minutes, Florence. Hmm. Après, on sait que voilà, on est au courant que les plateaux t'attendent. Ouais, les plateaux m'attendent. Ouais, je pourrais prendre peut-être 5 minutes, mais pas davantage. Donc, Donc, la prise de voilà, conscience,
Super. La prise de conscience des jeux, elle est indispensable. C'est-à-dire que maintenant que vous savez qu'il y a des jeux psychologiques, que quand on y rentre, c'est plus difficile d'en sortir, vous pouvez les observer chez les autres ou chez vous. Donc la prise de conscience, elle est vraiment très, très importante. Ensuite, dites-vous, il y a un truc que je ne vous ai pas dit, c'est beaucoup chez les persécuteurs, mais pas seulement, c'est qu'ils utilisent beaucoup la communication non verbale. Alors que, notamment les persécuteurs, si vous avez une tendance persécutrice, il va falloir beaucoup verbaliser. Hein, les persécuteurs, c'est ceux aussi qui jugent juste avec un regard. Hein. Et on va aller utiliser la communication non violente et la technique de l'OSBD que je vais vous expliquer dans 3 minutes. On va changer de perspective. Je vous ai demandé tout à l'heure quel était votre rôle principal, mais vous avez compris que quand on rentre dans les jeux psychologiques, potentiellement, on peut prendre les 3 rôles. On va se dire que si je suis persécuteur, je suis aussi victime et sauveur. Sauveur, je suis aussi persécuteur et victime. Victime, je suis aussi persécuteur et sauveur. Et on va reconnaître, en fait, le fait qu'on peut être dans les 3 rôles et on va aller développer son triangle compassionnel, c'est-à-dire qu'on va aller chercher chez soi ce qu'on comprend de l'autre et voir les choses de manière différente. Reconnaître le triangle, je vous l'ai dit tout à l'heure. Moi, je pense véritablement, c'est pas un truc que vous trouvez partout, il faut dédramatiser. Hein. Quand on est dans le triangle, je vous assure, moi, ça fait plus d'une dizaine d'années maintenant que je travaille pour pas être dans le triangle. J'y suis régulièrement. Ça m'énerve profondément. Mais vous voyez, je me marre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tout est lourd, tout est compliqué, tout est pesant, tout est... bon, on va pas s'en sortir. Hein. C'est-à-dire que qu'on soit victime, sauveur ou persécuteur, il faut être capable de rire de soi, de rire de la situation, d'expliquer à l'autre les jeux et les jeux psychologiques, garder en tête, ne pas chercher la faute, garder ça en tête. C'est très important de se déculpabiliser, de déculpabiliser les autres, sinon c'est très difficile de sortir du triangle. Et on se dit, bon sang, là, j'ai l'impression que j'ai été une belle victime, ou j'ai l'impression que j'ai été un bon persécuteur ou un bon sauveur, et je vais arrêter de mettre ma cape et de m'envoler pour aller sauver tout le monde. Je vais arrêter. Arrêter les slips moulants rouges. Ça me semble. Vous voyez, c'est comme ça qu'on dédramatise. Choisissez l'image qui vous va et dédramatisez. Merci. On reprend la bonne posture et on reprend la bonne place. Alors là, je vais vous donner un truc que je dis souvent en formation et qui fait souvent marrer. J'espère que vous avez tous vu Dirty Dancing, hein, parce que si vous ne l'avez pas vu au moins 3 fois, il vous manque quelque chose quand même dans la vie. Et il y a cette scène, je l'ai déjà dit sur LinkedIn et je le dis régulièrement, il y a cette scène génialissime où Johnny apprend à bébé à danser et où elle lui marche sur les pieds, tout ça. Et là, il lui explique, ça c'est mon espace et ça c'est ton espace. Eh bien, le management et la communication, c'est pareil. Dites-vous que vous êtes Johnny ou bébé, l'un ou l'autre, ça n'a pas d'importance, et vous restez dans votre espace. À chaque fois que vous débordez dans l'espace de l'autre, vous rentrez dans le triangle. Peu importe que l'autre ne veuille pas communiquer, peu importe la manière dont il se positionne, peut-être qu'il danse le rock et que vous dansez la lambada, il n'y a pas de souci, d'accord? C'est OK. Dansez la lambada et lui le rock, il n'y a pas de problème, mais ne rentrez pas dans l'espace de l'autre. C'est plus facile de se trouver une danse commune, OK, plutôt que de rentrer dans l'espace de l'autre pour le contraindre. Là, c'est une erreur. Et c'est ça la bonne posture et la bonne place. Hein. C'est regarder l'autre, au lieu de vous dire, bah non, mais je vais le forcer parce que là, il me fait suer avec son rock, d'accord? Donc, je vais rentrer dans son espace. C'est plutôt de se dire, tiens, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ah, il danse le rock. Oui, mais pourtant, la musique, c'est plutôt une musique caliente. Hein. On n'est pas. Bon, ben, on va peut-être faire un rock caliente, quoi. Après tout, pourquoi pas? Je vais essayer quelque chose, essayer de m'adapter. Ou alors, je vais lui dire, hein, mon chat, tu as des écouteurs ou on n'est pas en phase sur la musique? Qu'est-ce qu'on fait? Ou alors, on change complètement de musique. Hein. Après tout, pourquoi pas trouver ce type d'accord? C'est mieux que de rentrer dans l'espace de l'autre. Bon, ça, autant vous dire qu'on ne va pas avoir le temps.
Et pratiquer la communication non violente avec un visuel réalisé par mon neveu, Victor, fantastique. La communication non violente, c'est oser communiquer, oser être soi. Alors, j'ai mis oser prendre une décision parce qu'au niveau managérial, c'est vrai que c'est important. Et quand je dis oser être soi, c'est aussi oser reconnaître ses émotions. C'est très important, hein. C'est ne pas se trahir à la communication, hein. Dans la communication non violente, il y a, de Marshall Rosenberg, il y a deux protagonistes. On a le chacal qui symbolise la communication violente. Ouh, il n'est pas content ce petit chacal. Oh, il a envie de mordre, il a envie d'être agressif, il n'est pas content. Et puis, on a la girafe. Voilà, tadam, la girafe, le grand cœur, les grands yeux, ouverte sur l'autre. Ben voilà, c'est ça la girafe, c'est la bienveillance, c'est l'ouverture, c'est l'acceptation de ses émotions, c'est l'écoute de l'autre. Et ces deux personnages, eh bien, ils vont représenter justement deux rôles. Alors, quand on est en mode chacal, hein, ça arrive très souvent, tout va bien. Le petit chacal, vous voyez bien qu'il est pas, il est gentil ce petit chacalounet, hein. Il n'y a pas de souci. C'est pas grave d'être un petit chacal. Ce que nous dit Marshall Rosenberg, c'est que l'agressivité dans la communication, c'est toujours le signe d'un besoin qui n'arrive pas à être exprimé. Donc, dites-vous bien que ce soit pour vous ou pour les autres, quand vous avez quelqu'un qui est agressif avec vous, on en parlait tout à l'heure dans les mails, bah dites-vous que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à exprimer son besoin, allez l'aider. Comment est-ce qu'on fait? 4 étapes, c'est ça l'OSBD. O comme observation. On analyse objectivement la situation, d'accord? Bah, par exemple, Grégoire, ça fait 3 fois que tu arrives en retard ce mois-ci. Le sentiment, on prend son pouls émotionnel. Bah, moi, très certainement, ça va plutôt me mettre en colère. Ça me met en colère, Grégoire, je suis en colère. Moi, quand je vois que je t'ai déjà demandé d'être à l'heure et puis que tu es encore en retard, et je ne sais pas comment le gérer, hein, cette colère, hein. Le besoin, j'exprime mon besoin insatisfait. J'ai besoin de pouvoir avoir confiance en toi, Grégoire. Et ça commence par cette étape qui est de t'es là à l'heure en réunion parce que j'ai besoin d'être respectée aussi. Pour moi, c'est important. Et on formule une demande. Je te demande à l'avenir d'être à l'heure ou alors, si possible, parce que je m'inquiète aussi, de me prévenir si tu es en retard. Voilà. Ou alors de me dire la vérité. Va pas m'inventer que ta grand-mère a eu un problème, hein, s'est cassé le col du fémur, ça marche pas. D'accord? C'est ça l'OSBD. Alors, ce que je voulais, c'est qu'il y en ait un qui s'entraîne, qui me propose une formation pour faire un OSBD. Alors ça va être un peu short. Il est 28. Est-ce que toi, tu en as une de situation, Grégoire? Oh, ça va être trop long, Florent, je C'est pense. Moi, ce trop que je long. te ouais, je pense. En plus, tous les managers de la communauté Up Together ont vu ou vont voir, ils ont un atelier qui est thématique sur la communication Bon, non bah, violente avec leur parfait. coach. Donc je pense que soit c'est une piqûre de rappel ou vous le verrez pour ceux qui ne l'ont pas vu. Très Voilà. bien. Et alors, ce que je te propose, c'est donc il est 28, c'est qu'on arrive sur la conclusion et peut-être si tu peux filer à 35 pile poil, s'il y a une ou deux questions, c'est le moment de les poser dans le chat. Ah ouais, c'est le moment, hein. Vas-y Florent, je t'en prie. Eh ben, je ne vois pas de questions. Non, non, Alors, je veux dire, ah, je termine. de faire ta OK, conclusion. donc le mot alors, déjà, bien communiquer en situation difficile, c'est essayer de maximiser les communications, en situation normale. C'est-à-dire formaliser le plus possible un OSBD quand vous êtes dans une situation détendue. Travailler si vous avez besoin de travailler, au niveau personnel en premier si c'est plus facile. Quand on se forme, on commence toujours par ce qui est plus facile. Si c'est le personnel, travailler sur le perso. Si c'est le pro, travailler sur le pro. Il n'y a pas de recette, hein, ça c'est à vous de savoir. Le mot de la fin, je vous en supplie, soyez indulgents avec vous. Ayez un dialogue interne qui est doux par rapport à vous, y compris si vous êtes dans le triangle de Cartman, y compris si vous êtes un petit chacal de temps en temps. Cherchez toujours à être avec l'autre, arrêtez les guerres d'ego, arrêtez d'essayer d'avoir raison, essayez d'écouter l'autre, essayez de le comprendre et demandez à l'autre qu'il fasse la même chose avec vous parce que c'est ça auquel vous avez le droit. Et puis, parlez le plus possible au jeu. Essayez d'éviter tout ce qui est généralité et tous les tus qui sont destructeurs dans la communication. Bon, ça, on s'en moque, c'est pas très grave. Si jamais vous voulez juste animer des formations, il y a des séquences sur mon site, vous les verrez. Et je vous remercie et je vais répondre à mes questions.
C'était une Merci bulle beaucoup, d'air. Florence. Ah, c'est super. Et oui, donc effectivement, et c'est quand même hyper important. C'est vrai que je me permets de le remettre. Il y a tous les supports C'est là, gentil. que Florence a partagé, voilà, sur son site. Et franchement, je ne peux que vous recommander chaudement si vous avez des besoins. Euh, il y a quelque chose d'hyper important, je pense que tu as dit en conclusion rapidement, je me permets de le redire, c'est que on n'attend pas que ça aille mal pour communiquer. Ouais, Et ce que tu m'avais énormément dit quand on préparait cette masterclass, c'est qu'une communication réussie, quand c'est un peu compliqué, que c'est tendu en conflit, c'est parce qu'on a un super terreau, parce qu'on a bien communiqué quand ça allait bien et que c'était OK. Et ça, ouais, c'est hyper important de le rappeler, quoi. ouais, exactement et gardez bien en tête que si l'autre est très différent de vous, beh, vous avez beaucoup à apprendre l'un de l'autre. Voilà. C'est merveilleux de travailler avec des gens qui sont différents et qu'on ne comprend pas. Une question de Delphine, on revient un tout petit peu au rétropédalage sur Cartman, je vais y arriver. Elle se demandait, est-ce que étiqueter les personnes plutôt que de réfléchir à leurs problématiques, euh, attends, tu ne crains pas qu'en disant cela, on cherche à étiqueter les personnes plutôt que de réfléchir à leurs problématiques qui peuvent être celles de l'entreprise. Oh, je sens le sauveur derrière, hein. Vous voyez la question de sauveuse ou pas? Hein, chercher à comprendre leurs problématiques qui peuvent être celles de l'entreprise. Alors étiqueter les modèles, que ce soit, Karpman, que ce soit la communication non violente, les styles de communication, mais oui, marre-toi Delphine, les modèles, ça nous sert à réfléchir et effectivement, ça ne doit jamais nous servir à catégoriser les gens. Il ne faut jamais enfermer les gens dans un modèle, c'est très important. Donc là-dessus Delphine, je te comprends parfaitement. Les difficultés, la difficulté n'a jamais empêché d'avancer. On peut écouter la difficulté. La question, c'est toujours, eh ben, dans ce contexte-là, toi, tu fais quoi? Toujours, toujours. Ou alors, ça peut être, si on ne peut rien faire, c'est la question managériale, ça va être quelle est finalement la problématique qu'on doit régler pour que tu puisses avancer, éventuellement. Mais c'est quand même très, très rare, hein, les situations en entreprise où on ne peut pas avancer. C'est très, très rare. C'est très rare. Voilà, ça Super. arrive, mais c'est très rare. Donc il faut essayer de ne pas dédouaner les gens, de ne pas leur enlever leur pouvoir d'action. On doit, et c'est là où le sauveur, il est néfaste. Quand on essaye de sauver les gens, c'est comme si vous leur coupiez les ailes. Il faut laisser pousser les ailes des gens. Et si c'est des petites ailes, bah, c'est des petites ailes, c'est pas grave. Hmm. Hein, à petites ailes, on vole lentement, c'est tout. Où on commence à voler. Et justement, alors, il y a une question de Rémi, et je pense que ce sera la dernière qu'on prendra, parce qu'en fait, il demande c'est quoi le triangle compassionnel. Et C'est moi, le j'en ai une autre, même. Ouais. parce que tu C'est- dis il faut sortir du triangle. Moi, Oui, j'ai entendu il faut avoir des rapports d'adulte à adulte. Et oui. ça, je pense que c'est clé aussi. Et Mm. après, question de Rémi, c'est quoi le triangle compassionnel? Alors, la communication d'adulte à adulte, c'est une communication où on va favoriser l'assertivité, c'est-à-dire la franchise et l'ouverture. C'est ça, la franchise, l'ouverture et l'intention bienveillante. C'est-à-dire qu'on va dire les choses, on va les dire en faisant attention de ne pas blesser l'autre, c'est-à-dire qu'on va parler de soi, on va parler au jeu, et on va dire, bah, moi, voilà ce que j'ai observé de la situation, et toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est-à-dire qu'on reste ouvert sur l'autre, on reste dans sa communication, on écoute ce que l'autre a à nous dire et on ne catégorise pas l'autre. C'est-à-dire qu'on évite d'utiliser tu ne fais jamais ça, tu es toujours ceci, on ne peut pas compter sur toi, etc., qui sont des comportements qui sont blessants. Et quand on est là-dedans, on est de toute manière dans le triangle. Et le triangle compassionnel, c'est le même. C'est victime, persécuteur, sauveur. Simplement, on change de point de vue. Et au lieu d'avoir de l'aversion pour le rôle qu'on n'a pas, eh bien, on va aller développer son empathie pour le rôle qu'on ne prend pas majoritairement, mais qu'on connaît, puisque si soi-même on est dans le triangle, on connaît obligatoirement les trois rôles. Et donc, on va aller développer son empathie et sa compassion, pour aller soulager aussi toutes les tensions qu'il peut y avoir dans les jeux psychologiques. Et grâce à l'affirmation, eh bien, on va pouvoir aller communiquer d'adulte à adulte et on va pouvoir dire à l'autre, bon, là, j'ai l'impression que dans la communication qu'on a depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on fait fausse route. Moi, pour moi, le problème, il est situé ici. Est-ce que toi, tu es d'accord? Vous voyez là, bam, vous cassez le triangle. Florence, un grand merci. Je me suis permis de mettre ton LinkedIn dans le chat. Je vous invite vraiment à suivre Florence sur LinkedIn. Elle fait des vidéos régulières qui sont vraiment à la fois hyper intéressantes et Ouais. comme pour reprendre les propos d'Elsa, ce sont des petites bulles d'air.
Moi, perso, quand j'ai un peu le moral dans les baskets, je regarde une vidéo de Florence, ça me remet la banane et ça me donne envie d'aller voir les équipes. C'était un grand plaisir, Florence, Merci. de faire cette masterclass avec toi. Un grand merci pour ta confiance. Et je vous dis tous à très bientôt. Et Florence, merci d'avoir pris quelques minutes en plus. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions sur LinkedIn, à Florence en direct. À très Avec bientôt. plaisir. Merci à tous. Le meilleur pour chacun. Au Au revoir. revoir.